Bonjour les amis, je suis heureux donc de vous retrouver pour ce nouveau podcast en compagnie d'Adeline. Adeline va nous partager son expérience, une expérience particulière dans la mesure où elle a été élevée, si je puis dire, dans une secte. Et elle va nous partager comment elle a pu effectivement vivre cela et se reconstruire après cette vie. Bonjour Adeline. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci en tout cas Adeline d'être avec nous. Est-ce que tu peux nous partager donc bien ce que tu as vécu? Donc pour vous partager un petit peu mon expérience, donc moi je suis née à Paris au sein de ce que j'appelais à l'origine une grande famille. En fait j'ai compris effectivement bien plus tard qu'il s'agissait d'une secte. Au départ c'était un couple qui faisait le tour de la France pour donner des conseils de santé. Ils recevaient leurs conseils par spiritisme et vers interposés. Donc il y a beaucoup de monde qui venait les consulter, ce qui semblait marcher en fait parce qu'au fil du temps les mots disparaissaient. Et puis finalement, en fait, dans chaque région, il y a des personnes qui venaient. Elles étaient hébergées là où ce couple-là habitait. Plus tard, il se séparera parce que finalement, les fonds de pensée et les visions des choses devenaient complètement différentes. Donc, celle que j'appellerais la femme directive, donc la gourou, a continué seule, en fait, de mettre en place ce genre de pratique, mais sans le verre cette fois-ci. Moi, ma maman a longtemps été son chauffeur parce que c'est une dame qui ne conduit pas, donc elle avait une place assez particulière à ses côtés. Au départ, en fait, on mangeait convenablement des repas de tous les jours, comme vous et moi pouvons consommer quotidiennement. Puis au fur et à mesure, en fait, on a retiré de l'alimentation tout ce qui était légumes, féculents, viande, poissons. Donc, ce qui fait qu'en fait, on était quotidiennement plongé dans une alimentation qui restait très succincte, composée uniquement de laitage et de fruits. Donc voilà, au départ, c'était vraiment des séjours qui étaient organisés, qui permettaient aux personnes vivant dans le côté parisien de profiter de jours de bonheur à la campagne, de côté un petit peu plus vacancier. Puis au fur et à mesure, en fait, les familles ont quitté la région parisienne pour venir vivre pleinement dans la campagne où vivait cette femme et venaient vivre complètement, quotidiennement, dans la même maison. On était des familles et les enfants, on était tous regroupés au même endroit. Beaucoup de couples en fait se sont éclatés. Les familles se sont un petit peu meurtries, distendues, etc. Quoi vous dire de plus? C'est vrai que la doctrine de cette secte en fait consistait à imposer ce régime alimentaire et ce dès la naissance des enfants. Donc c'est quand même un régime alimentaire à savoir qui n'a pas été sans répercussion sur la croissance et l'évolution des enfants en bas âge. Parce qu'effectivement, pour répondre aux besoins fondamentaux d'un enfant, il faut quand même disposer de certains apports alimentaires qui sont quand même assez conséquents pour son bon développement. La médecine générale, si je puis dire, était quand même perçue comme non utile et néfaste. Donc nos parents consultaient la gourou qui se disait guérisseuse lorsqu'on avait des maux. Et donc c'est elle qui venait nous guérir, qui venait mettre des choses en place. Nous les enfants, c'est vrai qu'on aimait ce côté où on était tous ensemble, on avait toujours l'impression d'être un peu dans les colonies de vacances au quotidien. Bon, on n'était pas forcément scolarisés, mais petit à petit, les choses ont pris une ampleur différente. Il y a eu des décès par manque de soins pour des nourrissons. Donc là, petit à petit, la justice et les médias s'en mêlent. Donc nous, suite à ça, on a changé de département. Donc les familles se sont plutôt dispersées tout en gardant un lien avec cette secte-là. Moi, pour ma part, je vais vivre pleinement jusqu'à au moins mon adolescence. Effectivement, suite à l'intervention de la justice, donc la gourou aura une interdiction de venir nous approcher, etc. Donc il y aura notamment une incarcération. Dans mes souvenirs, parce que mes souvenirs restent quand même assez vagues, je pense que ma mémoire a occulté pas mal de choses. Ma maman a également été incarcérée. Donc voilà, nous on a été auditionnés, il y a certains des enfants qui ont été placés. Nous on est restés pleinement là-bas.
Je me souviens vraiment pas de tout. Voilà, comme je vous expliquais, j'ai quand même de nombreux trous de mémoire par rapport à ça. Moi, étant enfant, que vous dire, j'ai beaucoup été choyée. C'est vrai que quand j'étais bébé, ma maman était quand même très proche, était très présente pour moi. C'est vrai que j'ai certaines photos qui témoignent du sourire que j'avais sur mon visage quand elle m'avait dans ses bras. Elle était très joviale. Mon père, lui, a toujours été un père aussi très aimant, mais très très peu présent. Vraiment, toujours très épris par son travail. Du coup, il n'était pas forcément là. J'étais vraiment une enfant dite très mignonne, qui semblait apaisée. C'est vrai qu'il y avait une part, comme me disait une amie avec qui j'ai gardé contact, du monde qui m'admirait. Je pense que ma petite enfance a été sécure. C'est par la suite en fait que les choses sont venues un petit peu, se sont controversées. Euh, Toute petite fille en fait, comment, j'aimais beaucoup aller voilà, vers le monde, rigoler, etc. Donc j'allais notamment beaucoup vers les hommes. Euh, et des petites, en fait, on a pu me dire que la manière dont je pouvais agir allait déterminer celle que j'allais être par la suite. Donc par exemple, une putain. En fait, voilà, c'est tout ce côté où il y a des choses qui étaient dites et où on les pensait parce que finalement, chacun des adultes avait droit d'autorité sur nous. Euh, et donc, forcément, hein, l'adulte, on le voit comme le modèle, comme les personnes sur lesquelles on peut s'appuyer, on peut avoir confiance, on peut se sentir en sécurité. Et donc, voilà, moi, ça a été une part de moi que j'ai gardée, enfin, une image que j'ai gardée en moi, qui m'a très longtemps suivie par la suite. J'en parlerai un petit peu plus tard. Donc voilà, quand même dans les débuts, il faut dire que pour moi, ma construction de vie, les choses se passent plutôt bien. J'ai la bonne place, je suis celle voilà, qui est un peu choyée, qu'on vient souvent regarder, etc. En fait, c'est par la suite où il y a des choses qui vont se traduire par une grande différence avec un jeune garçon qui était présent également. On est devenus très proches, très meilleurs amis. On était un petit groupe de trois enfants, on était très soudés. Et en fait, lui, il avait un rôle particulier. C'est vrai qu'il se devait d'être le meilleur, le plus intelligent, celui qu'on admirait en fait, hein. Et de par les injonctions qu'on lui a imposées, consciente comme inconsciente, en fait, il a parfaitement joué ce rôle, si je peux dire entre guillemets, d'enfant gâté, en fait, où il a fait tout ce qu'on attendait de lui. Donc lui, il se devait de tester hein, jusqu'où il pouvait aller, et par la suite, il est devenu notamment très désagréable. Euh, Notamment avec nous en fait. Chaque fois que lui, par exemple, faisait quelque chose de mal, c'était de notre faute. Et autant vous dire que les sanctions n'étaient pas forcément juste une réprimande verbale. Il y a quand même eu beaucoup de violences physiques, notamment. Hein. Mais voilà, c'est un enfant qui se devrait d'être parfait, qui devait être modelé euh, aux yeux de ce qu'attendait de lui cette gourou, la preuve vivante de son pouvoir en fait. Hein. Il fallait jamais en faire une critique. Donc petit à petit, toutes les exigences à notre égard ont grandi. On devait être parfaite, sans avoir droit à l'erreur. Donc voilà, certains adultes, hein, eux, tenaient très à cœur leur rôle de gérant la justice en faisant la loi auprès de vous pour retranscrire par la suite auprès de cette gourou. Donc n'importe quel prétexte était bon pour nous tomber dessus. Donc nous, on avait une adulte qui était présente hein, pour nous protéger. Elle voulait rétablir la vérité au départ, mais très rapidement, elle a été ciblée comme une ennemie. Donc elle a juste, voilà, ça lui tenait à cœur d'être là, présente pour nous protéger. C'est vrai que moi, ce privilège d'être bien aux yeux des autres au départ m'a octroyé certains bénéfices. Hein. Mais j'avais par moments en fait le sentiment de grandir trop vite et d'être surtout privée de mon innocence. Donc au fur et à mesure, j'ai une perte progressive de contrôle de soi avec beaucoup de conséquences négatives hein, comme l'abandon de soi, la déconnexion de mes besoins profonds, la tendance à l'autodestruction, les fractures psychiques, etc. Parce que dans un mouvement sectaire, en fait, il faut savoir qu'on est constamment surveillé, repris, voire puni en cas d'insoumission aux règles, gifles, mise au coin, discours dévalorisants qui amènent à la culpabilité de l'acte ou de la parole ou du geste commis. Encore une fois, voilà, comme je l'ai dit, tous les aînés ont droit d'autorité sur nous, il n'y a vraiment pas à tergiverser. C'est comme ça, point, c'est pas autrement. La violence et les sanctions sont cautionnées dans cette communauté. Ça fait clairement est partie intégrante de l'éducation. Donc pour nous, en fait, c'est vraiment le reflet de ça. Enfin, ça émane de l'éducation. C'est pour nous
Comme on nous disait toujours, c'est pour ton bien, donc par amour pour nous. Donc en fait, on pouvait nous faire subir n'importe quoi. Euh, du moins, en tout cas, c'est ce que moi je crois et je laisse faire, je laisse possible. Euh, Quoi vous dire de plus? Tout est filtré. On n'a pas le droit à la télé, sauf les visionnages autorisés, ni les musiques, les littératures, ou alors uniquement celles qui sont choisies en interne. Moi, il m'était vraiment difficile de me rendre compte de la réelle réalité, en fait, hein, de ce que j'appelle aujourd'hui la normalité. On pense qu'on est libre, mais finalement, on est vraiment libre de rien du tout. Il n'y a pas d'individualité propre, ou alors quand on commence à se donner le droit d'être différent, on peut vite être rappelé à l'ordre, dans le sens où on ne va pas dans le mouvement qui nous est ordonné, dans ce mouvement d'injonction constant. Donc au sein de cette communauté, en tout cas, c'est vrai qu'on s'est retrouvés, je me suis retrouvée, parce que je vais parler pour moi, enfermée à tous les niveaux. C'est vraiment un endocrinement. Enfin, moi, j'ai pas tout de suite décelé tout ça, toutes ces tromperies, tous ces faux enseignements. C'est au fil du temps, en fait, que je me suis rendu compte de la perversion et de la manipulation mentale dans lesquelles on était baignés au quotidien. C'est-à-dire être à l'affût de tout était devenu mon moteur quotidien. Donc autant vous dire qu'un état de stress et de peur permanente, c'est vraiment pour moi, c'était le non-droit à l'erreur. Je devais contrôler mes moindres faits et gestes. À un moment donné, ce qui viendra me sauver, c'est le fait de la scolarité. Et oui, parce qu'en France, l'école est obligatoire. Donc afin de ne pas éveiller davantage les soupçons, à un moment donné, on va être scolarisé en milieu ordinaire. Mais bon, toujours sous certaines conditions à l'école. Donc moi, je suis assez marquée par ma différence, notamment au niveau vestimentaire. Et c'est surtout que j'ai l'impression d'être un peu une enfant sauvage qui est toujours en train de se méfier des autres, des regards, des mots, des gestes qui vont m'être dits. Donc on a beaucoup, il y a tout le côté médical, effectivement, qui vient s'inclure également, parce que voilà, à l'école, on passe devant le médecin, etc. Donc mon carnet de santé, c'est pareil, il est rempli d'injonctions. Moi, j'ai pas forcément le droit de prendre de goûter comme les autres ou autres. Moi, rapidement, en fait, mon corps, je l'ai appris bien plus tard, il a développé pas mal de maladies, comme l'eczéma. Donc les adultes le justifiaient comme une cause de mensonge et de consommation de substances qui m'étaient interdites, en fait, de choses que je n'avais pas à faire à l'école. Et finalement, c'est pour bien autre chose, parce que l'eczéma a une toute autre symbolique derrière tout ça. Enfin voilà, on est vraiment ligué contre un monde extérieur qui est représenté comme un système de pensée qui est propre et vraiment différent du nôtre. On a été scolarisé en milieu ordinaire et puis rapidement on a été scolarisé, mais par les cours par correspondance, donc au sein de la communauté. Donc là, ça a été fini, les ouvertures sur les portes du monde extérieur. Donc de nouveau, l'école à la maison nous rajoute une pression supplémentaire. Notre journée est très définie, cadrée selon des règles, avec des horaires à respecter. C'est vrai que dès que j'avais l'occasion d'être dans le monde extérieur, moi j'essayais de me faire attendrir, d'attirer l'attention, pour connaître et voir qu'il y avait quelque chose de différent, en fait. Même si on était toujours briefé avant de partir, tu racontes pas ce que tu vis à la maison, tu dis pas ça, tu vas pas faire ta pleureuse, tu vas pas faire, etc. En fait, on avait un discours qui était très collé. Donc, s'il y avait des questionnements qui étaient, qui émanaient d'autres personnes, on disait qu'on vivait ensemble dans une colonie de vacances. C'était comme vivre entre copains toute l'année, ce que j'évoquais tout à l'heure. En fait, voilà, on nous disait que les autres n'étaient pas très évolués, qu'ils ne pouvaient pas comprendre ce que nous on vivait. Et on nous disait, regarde comme ça se passe chez nous, finalement, t'es pas si malheureuse. Ouais, quoique. Pour moi, il y a vraiment un décalage entre ce que j'affiche et la réalité. Donc on a vraiment cette injonction de rien montrer, de rien laisser paraître. Il y a vraiment une rigidité quand même assez extrême. Et on est pris, en fait. Quand on vit dans une secte, on est vraiment pris dans un engrenage communautaire. Et c'est vraiment une réalité. Et je pense que par moment, si on ne se réveille pas et qu'on ne s'autorise pas à se dire qu'il y a autre chose, c'est parce que on est tellement pris par ce flot, on est tellement pris par tout ça que pour nous, c'est ça, c'est vivre. C'est être, c'est être bien dans un milieu qui est le nôtre et pas un autre différent. Quoi vous dire? Donc par la suite, quand même, on est retourné en milieu scolaire ordinaire. Donc il y a des membres de l'enceinte du collège qui sont informés de
l'intervention de la gendarmerie, parce qu'à un moment, on a eu de nouveau l'intervention de la gendarmerie au sein de cette communauté. Et c'est entre autres ici que moi est née ma peur du regard des autres, ma peur du jugement. Au sein de l'école ordinaire, j'ai connu la moquerie, l'incompréhension, le rejet de mes pairs, parce que je pense que j'avais tellement envie qu'on me sauve que j'étouffais les autres. J'étais dans le surinvestissement des relations et je pense que j'ai fait peur et je comprends aujourd'hui que ça puisse faire peur, vraiment, parce que c'est pas des choses qui sont relativement courantes. Il y a un moment en fait où moi je décide, j'ai vraiment envie de me sauver pour ma survie et je décide de me tourner auprès de l'assistante sociale du collège. Finalement, elle m'informe qu'elle va devoir en référer aux autorités supérieures et moi là je prends peur. Vraiment, je suis tétanisée. J'ai peur des répercussions, des représailles et je lui demande vraiment de ne rien dire. Donc je la supplie de ne rien dire. Elle entendra mes propos. Durant cette période, en fait, un petit peu, voilà. Alors, au niveau des âges, pour moi, c'est très flou. Mais bon, la période collège, je vous laisse imaginer à peu près à quel âge les choses se passent. Moi, j'étais très souvent malade. Donc, vient un moment où je dois me faire hospitaliser. Et donc, en fait, voilà, on me diagnostique un diabète. Enfin, voilà, pour vous dire que aujourd'hui, je mets ça en avant. Pourquoi ? Parce que j'ai compris bien plus tard qu'en fait, mon corps était juste en train de me mettre en alerte et de me dire soit à l'écoute de toi, soit à l'écoute de tes mots. Et le fait de tomber malade, au départ, j'ai beaucoup accusé l'extérieur ou autre, alors que finalement, pour moi, ça a été vraiment une chance inouïe, parce que mon corps est vraiment venu me parler, me susurrer je suis là pour toi, je te guide, et soit à l'écoute de ce que je viens te montrer, soit à l'écoute de ce que je viens t'apprendre. Donc voilà, j'ai connu un petit peu le côté de la médecine, sauf que comme j'en avais une idée un petit peu négative, j'ai été assez réfractaire au diagnostic qui était posé. Mais finalement, voilà, les choses se sont passées relativement bien pour moi par la suite. Fut un jour, en fait, où cet ange gardien qui était là pour moi me dit qu'elle va quitter cet endroit, elle va se rendre définitivement à l'extérieur. Et ce jour-là, je lui ai dit moi, je n'en peux plus, je sais qu'il y a autre chose qui m'attend et toi, tu t'en vas. J'ai pas envie que mon monde s'écroule, donc je te suis. Je suis partie avec je m'en souviendrai toujours, mon sac poubelle. C'est une symbolique particulière, mon sac poubelle où j'ai mis mes 3 petites poupées et je suis partie. Aujourd'hui, Tu avais quel âge ? Quand j'avais, je sais plus exactement, il me semble que c'était 14-15 ans. 14-15 ans. Quand je suis partie. 14-15 ans. Alors, à savoir que du coup, moi, papa restait quand même au domicile chez nous, extérieur à la secte. Maman aussi vit pleinement à la maison. Mais le retour a été assez compliqué parce qu'en fait, le fait que je m'autorise à quitter cet endroit, ma mère a été la crible de critiques, de choses et autres. Et je pense qu'elle m'en a beaucoup voulu. Moi, aujourd'hui, je suis véritablement dans le pardon. Par rapport à ma mère, je lui apporte beaucoup d'amour parce qu'elle a fait aussi comme elle a pu avec les ressources qu'elle avait, parce que je pense qu'elle a aussi été énormément manipulée et donc ça a été loin d'être évident pour elle. Alors bien entendu à l'époque ça n'a pas été des moindres parce qu'on a été énormément toutes les deux dans la colère, dans la violence des mots, la violence physique. Et sauf qu'en fait, ma mère, était dans un gros mal-être, une grande tristesse et une grande colère. Et parce que je pense qu'elle a vraiment pas été, je pense qu'elle n'a pas été épargnée suite à mon départ. Et ce qui fait que on a été beaucoup toutes les deux dans une rivalité. On n'en a jamais discuté. Peut-être qu'un jour j'aurai cette chance, de pouvoir en échanger avec elle. Comment tu as vécu le fait que ton père n'a pas essayé de te récupérer ? Il a essayé de te récupérer ou pas ? Alors papa, il a essayé de nous récupérer. Je pense que papa, il a fait également du mieux qu'il a pu. Il nous a protégés, notamment lorsque les services sociaux sont venus. Pardon. Il nous a protégés, donc effectivement, il avait cette place pleine et entière de détenteur de l'autorité parentale.
qui était du coup suffisante pour qu'on puisse fort heureusement rester à ses côtés. Euh, donc je pense que papa, ça a été vraiment voilà, ce moment où pour moi il nous a sauvés également de ce côté-là. Euh, je crois que je ne lui en ai jamais forcément voulu en fait, qu'il soit pas forcément présent parce que mon père est voilà, il a aussi tout son parcours de vie qui est loin d'être évident. Euh, il est parti très tôt de chez lui, hein, à savoir que lui à 12 ans il travaillait à l'époque, voilà, hein, c'était un peu tout ce qui était ce qu'on appelle commis de ferme, etc. Donc je pense qu'il a eu aussi son lot d'obstacles et d'épreuves de vie à franchir. Et vraiment, il a fait du mieux qu'il a pu pour nous. Ok. Qu'est-ce que cette vie donc dans cette secte t'a enseigné en fait, au-delà de tous les désagréments bien entendu qu'on pense, qu'on devine que ça a pu entraîner chez toi, parce que tu me disais donc à parté qu'effectivement au niveau nutritionnel, bien tu avais découvert des aliments, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Ça paraît fou cette histoire, c'est dingue. Qu'est-ce que voilà, au-delà de tout ça, qu'est-ce que tu en retires toi? En fait, comme j'en retire aujourd'hui, je peux dire de positif. En fait, en quoi est-ce qu'aujourd'hui cette expérience, elle me sert? Je vais parler avec des termes un petit peu plus, on va dire, poussés. Moi, j'en retire que le syndrome de stress post-traumatique, en fait, moi, il m'a vraiment permis de revenir dans mon corps. Et au fil des années, au fil des mois, de me reconstruire, d'être moins dans ma tête. Je vous l'évoquais tout à l'heure, en fait, hein, à cause des répercussions. Moi, la maladie m'a conduite et m'a amené vraiment à me reconnecter à ce que j'appelle ma réalité, à mes sens, en fait. Hein, parce que cette volonté réelle que j'avais d'être vraiment dans une liberté de vivre, ça a été mon pilier pour moi, pour mon envie de vivre, pour mon envie de me battre, surtout de m'en sortir de cette peur constante de surveillance, du devoir d'obéissance, de pouvoir goûter aux jouissances et aux libertés de vivre en fait, de pouvoir vivre pour moi et non pour les autres et à travers le regard des autres. En fait, à travers ce témoignage, moi, ce que j'aimerais juste pouvoir aussi évoquer et mettre en avant, c'est que malgré les épreuves difficiles qu'on peut être amené à traverser dans nos vies, pour moi, il est toujours possible de s'en sortir. Aujourd'hui, je ne m'estime plus, je ne m'estime pas être une victime. Il y a des choses effectivement qui ne s'effaceront jamais parce qu'il y a eu énormément de répercussions dans la construction des liens que j'ai pu avoir, notamment au niveau affectif, au niveau amoureux, auprès des hommes, etc. Euh, mais ça fait partie de ma vie. Et c'est surtout avant tout ce qui me permet d'être celle que je suis aujourd'hui. Et en fait, à travers la liberté psychologique, je prends conscience en fait que je ne me sens plus prisonnière de l'endocrinement intérieur que j'avais en fait, et surtout des dégâts émotionnels que ça a pu créer et générer chez moi. Je m'en suis pas sortie seule, hein, bien évidemment. À de nombreuses reprises, j'ai accusé l'extérieur, mais c'est pas possible, j'attire toujours le même partenaire, je vis toujours les mêmes situations, mais c'est pas possible. Toujours dans la colère, dans la peur, dans la tristesse, à pleurer constamment, et je dis, mais il y a autre chose que ça, la vie c'est pas ça, il y a autre chose. Parce qu'effectivement, je me suis sauvée, je suis partie de là-bas, je me sentais libre, mais quand je suis sortie, finalement, j'étais pas si libre que ça, parce qu'avec tout le bagage que j'avais sur mon dos, en moi, voilà, j'ai vu de nombreux professionnels sur le versant thérapeutique. Et un jour, en fait, j'ai vraiment découvert la thérapie énergétique, en fait, l'approche de la reliance entre l'esprit, le corps, l'âme. Et ça a véritablement changé ma vie, ça m'a permis de me sauver. Euh, voilà, je pense que moi, vouloir me sauver en fait et accepter, oser en fait d'aller aussi voir des thérapeutes et me dire non, je suis pas folle. Par contre, à un moment donné, j'ai besoin de me tourner vers une personne qui a les compétences, qui a la capacité et enfin voilà, la capacité de pouvoir m'aider. Mais avant tout, j'ai compris aussi que un thérapeute est là pour écouter, pour entendre, choses qui sont quand même différentes selon moi, pour accompagner. Mais avant tout, ça émane de soi. Parce que je pense que on va voir un praticien
qui peut aider. Mais si à un moment donné, soi-même, on ne décide pas, comment dire, on ne décide pas voilà, de vouloir changer sa vie, on ne décide pas de s'autoriser à se dire il faut que je regarde un petit peu en moi ce qui va, mais comme ce qui ne va pas, les choses ne pourront pas évoluer. Parce que le thérapeute pourra venir mettre en lumière énormément de choses, mais si on ne décide pas soi-même, je pense que les choses ne fonctionnent pas comme on le souhaiterait. Et je pense que la croyance et la libération, j'avais envie de dire que c'est s'accorder avec soi, c'est s'écouter et c'est sans continuer de s'auto-flageller constamment. Et moi, c'est ce que j'ai appris au fil du temps. J'ai aujourd'hui 30 ans. 30 ans, le fait de vous le dire, en fait, je prends conscience que j'ai vécu la moitié de ma vie dans ce mode de vie particulier. C'est assez fou, j'en ai le sourire aujourd'hui. Voilà, c'est tout ça que j'avais envie de transmettre. C'est une expérience qui m'a aussi fait prendre conscience de la puissance, de la connexion entre notre âme, entre l'esprit et le corps. Je vous disais tout à l'heure que j'ai développé du coup une maladie, donc un diabète. En fait, j'ai compris par la suite que c'est mon corps qui est venu fabriquer quelque chose par mesure de protection, qui est venu fabriquer un kyste au niveau de la glande hypophysaire, qui est une des glandes motrices au niveau du système endocrinien et qui a, voilà, comme tout le reste, énormément de possibilités, de fonctionnalités en fait dans la construction d'un homme. Et j'ai compris que voilà, cette glande, un peu chef d'orchestre des glandes, comme je l'ai dit, comme je la définis, elle travaille sur la croissance et la gestion du stress. Et en fait, en termes de symbolique, hein, elle met en avant la capacité à se voir et à aller se voir en tant qu'adulte. Donc la capacité à être mature dans ses relations aux autres et au monde. Aujourd'hui, ça me parle beaucoup parce que j'ai compris que grandir, pour moi, ça signifie inconsciemment que je pourrais devenir méchante. En tout cas, c'était la vision de l'adulte que j'en avais jusqu'ici. Et que si je ne grandissais pas, parce qu'effectivement, ça a stoppé ma croissance, eh bien, je resterais gentille. Je ne me ferais pas remarquer, je n'existerais pas. Et voilà, au fur et à mesure, c'est beaucoup de choses comme ça que je suis venue travailler au fil des années, au fil de ma vie. J'ai encore énormément de très très belles choses et de merveilleuses choses à vivre. Aujourd'hui, en tout cas, il ne se passe pas une journée sans que je ris à gorge déployée. C'est vrai que j'ai à cœur de vivre pleinement les choses, de vivre au mieux l'instant présent. Je reste encore, voilà, hein, mais je pense que c'est le chemin de toute une vie et de toute cette incarnation qu'on a tous aujourd'hui. Beaucoup de choses à venir vivre, à comprendre, à apprendre, à déconstruire et reconstruire pour me permettre voilà, de continuer à vivre avec un peu plus de légèreté et de compréhension de ce que peut être une vie un peu plus libre et sereine. Waouh. Que dire de plus après ce témoignage? En tout cas, moi, je te remercie infiniment, Adeline, de ce merveilleux témoignage. Vraiment, ce que je pourrais te conseiller, là, c'est d'écrire un livre. D'écrire un livre, en plus, la manière dont tu témoignes, c'est merveilleux. Je pense que les auditeurs seront tout à fait d'accord avec moi. C'est une expérience réelle hein, qui vous a été racontée par Adeline, qui suit la formation en bioénergie quantique et qui est presque praticienne en bioénergie quantique. Donc voilà, je te remercie encore merveilleusement. C'était vraiment émouvant de t'écouter. N'hésitez pas donc à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne de façon à être informé des nouveaux podcasts. Et je vous retrouve donc pour un prochain podcast. Merci de votre attention. Merci à vous.